Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'extraction des règles d'association et des items set fréquents à l'aide du package Arules pour R. J'ai mis la page web là. C'est un package qui est assez ancien, c'est une librairie qui est assez ancienne, voilà, mais qui est toujours maintenue, hein. On voit que les dernières versions datent de décembre 2024, hein. Donc c'est tout à fait au jour encore et ça fonctionne très bien d'ailleurs, hein. C'est ça l'idée. Alors, les règles d'association, ça fait des années que j'en parle, hein. Un de mes premiers tutos, là, bon, là, c'est 2008, mais en fait, c'est un tuto qui date de 2004, là. Voilà. Et je l'avais programmé dans Tanagra à l'époque, hein, 2004, hein. Ça remonte à quelques années, ça, hein. C'est une des premières méthodes que j'avais programmées dans Tanagra. Généralement, j'avais mis les méthodes factorielles, les méthodes supervisées et les méthodes d'extraction des règles d'association. Voilà. Alors, ça a eu son heure de gloire, hein, il y a une vingtaine d'années, à la grande époque du data mining. Beaucoup de gens pensaient que faire du data mining, c'est faire des règles d'association. Il y avait tout un tas de fantasmes là-dessus. Alors bon, 20 ans plus tard, on est un peu revenu, si vous voulez, mais c'est pas pour autant que ça peut amener une valeur ajoutée selon les circonstances. Et notamment, justement, moi, bah, j'enseigne quand même ces méthodes-là. J'enseigne ces méthodes-là de manière qui me paraît assez pertinente dans le cadre des systèmes, dans le cadre des études, enfin, dans le cadre de l'étude des systèmes de recommandation. Des systèmes de recommandation qu'on voit sur les market, qu'on peut voir sur les marketplaces, qu'on peut voir dans différents contextes en réalité, où on cherche à trouver des concurrences ou euh, des relations de cause à effet qu'il peut avoir entre différents items, différents produits, si vous voulez, hein. Voilà. Alors bon, là c'est 2004, c'était dans Tanagra et allez, ça m'arrive également. Je fais également des comparatifs d'outils. Ça également, je le faisais beaucoup. Je le fais encore d'ailleurs. Très bien. Et là, c'était un comparatif que j'avais fait en 2008 avec Tanagra d'un côté. Il y avait R avec le package Arules à l'époque. Voilà, R 2.7.2, hein, Orange, le logiciel Orange, hein, le logiciel Orange, RapidMiner, Nime, un outil que j'apprécie énormément, et Weka. Bon, alors mis à part Nime, peut-être ces différents outils-là, bon, voilà. Alors R, en tout cas, c'est bien là, et maintenant on aurait rajouté Python, justement. Alors R 2.7.2, hein, j'ai mis ici, hein, dans les archives, 2.7.0, hein, ça date de 2008 à peu près, hein, voilà. Donc Harold, c'était vraiment pas un nouveau, hein, et à cette époque-là, j'utilisais la version 0.66, hein. Alors, on fait sous R aujourd'hui, mais il m'en reste pour moi que j'avais fait également des études avec d'autres outils, notamment Python. Donc j'avais fait récemment des vidéos, hein. Comme j'ai fini maintenant mon cours, que j'ai fait mon bilan et tout ça, j'écris mes fiches de TD, je regarde les réactions des étudiants, puis à partir de ça, je me dis, ah, pour l'année prochaine, ce serait bien que je fasse ça. Pour l'année prochaine, il faut que je rajoute telle référence, telle vidéo, ainsi de suite. Et justement, j'avais fait une série de vidéos, hein. Là, c'est sous Python avec ce package, donc ML Extend, et les règles d'association également, les items set fréquents, hein, avec ici c'est fpgross, l'algorithme, sous PySpark, avec Python également. Très bien. Voilà, bah, ça marche très très bien. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, bah, j'ai fait la vidéo pour R. On est d'accord là-dessus, hein. Tout le monde me connaît. Moi, je fais pas de religion des outils. Non. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir la valeur ajoutée des outils selon les circonstances et selon mes objectifs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'en ai fait quelques vidéos, là, récemment pour Python. Bah, ce serait pas mal que je fasse la même chose pour R, toujours dans le cadre des règles d'association. Sachant que ces tutos-là, je les avais faits en 2008. Donc, ça ramène à 17 ans en arrière, hein. Voilà. Alors bon, le package a évolué, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça également qui sera intéressant de voir. Bien, bon, on va pouvoir y aller alors. Alors, très rapidement, on va travailler sous R, mais je vais travailler avec Google Colab. Alors j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que dans nos salles informatiques, dans nos salles dans Master 2, on a des salles qui nous permettent de fonctionner et on a une certaine maîtrise. Mais pour mon cours, par exemple en Master 1, on change de salle tout le temps. Et les configurations des salles, elles sont homogènes en début d'année, mais en milieu d'année comme ça, là, en ce moment, on est au mois de mars, là, pff, on maîtrise plus rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je conseille à mes étudiants de travailler avec Google Colab, notamment. Bon, voilà, donc Gmail, ça doit pas être très compliqué à faire. Bon, après, on peut toujours avoir des réserves, hein, mais bon, pour nous, en tous les cas, je vois pas trop le problème. Et on travaille avec Google Colab avec Python.
ce qui me paraît assez, voilà, qui tombe sous le sens, hein. Mais on peut aussi travailler avec Google Colab sous R cette fois-ci, avec le langage R, hein. Et je montre ça dans cette vidéo aussi. Je montre ça dans cette vidéo aussi, où je montre que on peut aller sur Google Colab, créer un notebook, voilà, sur Google Colab, et choisir le moteur R. Comme il y a d'autres moteurs, hein, il y a Julia par exemple, hein. Julia, ça fait un bon moment que je tourne autour là, mais il faut que j'arrive à trouver une bonne manière de le mettre dans mes enseignements. Mais c'est des choses que j'oublie pas. C'est des choses que j'oublie. Bien. Alors, avant de commencer, une description rapide des données. Voilà, c'est des données tabulaires, donc on peut faire des règles d'association. Généralement, on fait sur les données de transaction, des règles d'association, hein. On est d'accord là-dessus. Donc on a une liste de produits par transaction, par exemple, ainsi de suite. Mais en réalité, on peut très bien appliquer les règles d'association sur des données tabulaires. Ça marche très bien également. Et là, typiquement, ce qu'on a là, c'est des habitudes, des comportements de vie de personnes, hein, des habitudes de consommation sur le type de lait que donc chaque ligne, c'est un individu et le type de lait qu'il boit, sa consommation de, est-ce qu'il, le sel qu'il met, la consommation de sel, l'activité sportive, le fait de fumer ou pas, et habitude de boisson. C'est une vieille base, je sais même plus d'où elle vient, figurez-vous. Voilà. Mais bon, me paraît assez relativement simple à appréhender et on peut avoir une expertise sur les règles sans être prix Nobel par ailleurs. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Très bien. Donc là, on a la base. Donc c'est cette base-là que j'en vais utiliser. Et bien sûr, j'ai préparé le notebook. Donc, je suis bien sur Google Colab, j'ai créé le notebook, mais le moteur qu'on va utiliser, c'est le moteur R. Donc, justement, là, dans exécution, modifier le type d'exécution. On avait différents choix possibles. On aurait pu utiliser Python, hein, c'est ce qui se fait habituellement, mais on peut utiliser également R, comme on peut utiliser Julia. On est bien d'accord là-dessus, hein. Donc ça, j'attends de voir, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que je m'investisse plus en avant là-dessus et ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément. Bon, là aujourd'hui, on est sous R, donc j'ai bien choisi R et on utilise un processeur standard. Donc j'ai enregistré ça. Donc ça c'est prêt, le notebook, j'ai choisi le moteur. L'autre élément important, c'est qu'il faut qu'on importe les données, hein. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici. Je prends les données et je le mets dans l'espace ici. Vous avez vu, hein, là, ici, boum. Voilà, il n'y a rien pour l'instant, parce que je fais jamais rien en fait, hein. Voilà. Et hop, je le mets bien ici et il a le chargé. Alors il dit c'est un accès temporaire, mais bon, pour le tuto, ça va très bien. Une fois que c'est bon, du coup, je vais pouvoir exécuter donc le tuto en essayant de trouver des associations dans les données que les données d'habitude de vie, qui sont encore une fois des données tabulaires, hein. C'est pas des données transactionnelles ici. Mais il sait les manipuler directement. Donc, première chose à faire, je vérifie la version de R qu'il utilise. Donc, la version de R qui est utilisée sur Google Colab, hein, c'est 4.4.3. Nickel. Donc, il faut le savoir, hein, c'est une version qui date de 28/2/2025. Ça également, c'est très important. C'est un des autres avantages, c'est un des avantages également de travailler dans Google Colab. C'est que vous êtes sûr d'avoir un environnement qui est tout le temps mis à jour, hein, et qui est maintenu. Donc pour vous, c'est absolument un avantage énorme en réalité. Très bien. Une fois que c'est bon là, je vais charger les données. Les données, ils sont là, on est d'accord, hein. Et en fait, le chemin d'accès, on l'a comme ceci. Clic droit, copier le chemin d'accès. Donc c'est ce que je fais. J'ai copié ici le chemin d'accès et voilà, je charge les données en utilisant la librairie Readxl, voilà, qui est installée par défaut. Donc ça également, c'est très bien. Sinon, on peut les installer à voler. C'est ce qu'on va faire avec le Arules, avec le package Arules justement. Alors, là, pour l'instant, il a chargé. Il dit que chaque colonne, en fait, c'est une colonne de chaîne de caractères. Alors, première spécificité de Harold, c'est qu'il a besoin qu'on ait un tableau en entrée, un tableau individu variable, en réalité, qui est soit un tableau de booléen, soit un tableau de factor, hein, des data frames avec chaque colonne chaque variable est un type factor, variable catégorielle, si vous voulez. Donc, c'est ce que je fais ici. Ici, à la base, c'est des chaînes de caractères. Donc, je prends chaque colonne, avec un laplay, hein, et je le transforme en factor et je remets tout. Si je laisse en état avec le laplay, on a une liste. Donc je le recaste en data frame. C'est ce que je fais ici. Et on voit bien, on a toujours un data frame, comme tout à l'heure, hein. Bon, c'était un tibble, là c'est un data frame. Voilà, et là maintenant, chaque colonne est un factor. Alors j'affiche les premières lignes, hein. Voilà le tableau de données qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et il sait maintenant que chaque colonne est un factor. Ça, c'est un élément qui est très important. Sinon, il ne sait pas fonctionner. Bon, je fais CTRL S. C'est endémique chez moi. C'est, c'est, c'est congénital chez moi. CTRL S, CTRL S, hein. Bien. Alors, première chose à faire, bien sûr, quand on va générer les items set fréquents, il faut qu'on charge le package. Voilà. Donc,
Voilà, je charge le package et j'affiche le version, le numéro de version. Voilà. Très bien. Il me dit, ah mais non, le package n'est pas installé. Donc c'est à nous de l'installer à la volée. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà, je l'installe à la volée ici. Voilà. Très bien. Donc une fois qu'il est installé à la volée, donc il est en train de chercher sur le dépôt du cran, tout simplement, hein. Voilà. Et il est en train d'installer. Une fois qu'il a installé, c'est bon. Voilà. Il les supprime à chaque session, en fait, hein, voilà, parce que j'avais déjà installé tout à l'heure et ça avait parfaitement marché. Mais ensuite, bah, j'ai arrêté, j'ai préparé autre chose et tout ça. Voilà, il s'est passé quelques heures. Ensuite, je suis revenu, ça y est, je suis prêt pour faire ma vidéo et boum, la session a été supprimée, même les données n'étaient plus en ligne, vous avez vu, hein. Et j'ai dû les remettre. Et là également, du coup, les packages, en fait, ils sont plus dans la session. Donc là, je les ai installés. Et une fois qu'il est installé, hein, là c'est bon, boum, ils sont dans la session. Et regardez maintenant, je peux la charger et j'affiche le numéro de version, c'est la 1.7.9. C'est exactement la version qu'on a là, 1.7.9. Nickel. On a bien la dernière version. On a bien la dernière version ici de décembre 2024. Alors, pour les extractions, là, il faut lire le cours, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. Il faut lire le cours tout simplement. Mais bon, on a vu ça ensemble, hein. Qu'est-ce qui se passe pour la recherche des items cette fréquence? Je mets un paramétrage, je mets le support minimum à 0.3, voilà. Ensuite, le cardinal des items set minimum c'est 1 et maximum c'est 2. J'en veux pas plus si vous voulez, très bien. Et je veux bien les items set fréquents. Voilà. Donc, on fait appel à la fonction a priori, hein, et on passe le data frame où les colonnes ont été transformées en factor et avec ce paramétrage-là. C'est super rapide. Et voilà, il me dit, j'ai trouvé 10. Voilà. Bah, affichons-les. Pour les afficher, on a le inspect qui permet de le faire. Donc, inspect permet de les afficher. Et voilà, les 10 items set fréquents. Et là, on a les items set de cardinal égal à 1, c'est les premières là. Et on a un item set de cardinal égal à 2, c'est celui-là, le dixième. Voilà. Et là, on a le support, soit en termes relatifs, soit en termes absolus. C'est la même information, hein, sauf que là, c'est rapporté sur le nombre, en fait, c'est rapporté au nombre de transactions, divisé par le nombre d'individus, c'était 360. Hein, on voit très bien ici. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des outils, hein, pour faire des manipulations. Notamment, on peut trier selon le support décroissant, par exemple. C'est ce que je fais ici. Du coup, les premières, c'est ceux qui ont un support décroissant. Alors, pour la manipulation, on peut également transformer les résultats, les règles, là, en data frame. Et du coup, on a toutes les fonctionnalités qui s'appliquent au data frame. En termes de filtrage, en termes de tri, en termes de tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on peut faire sur un data frame, on pourra le faire sur le résultat. Et le post-traitement est très important. Ça, justement, j'en parle dans une ancienne vidéo qui est là, voilà, où dans Cipina, en fait, Cipina, c'est un package, hein. Dans Cipina, il y a différents logiciels, dont Cipina lui-même d'ailleurs, mais il y a aussi un logiciel qui génère des règles d'association. Et justement, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, il y a longtemps déjà, hein. Voilà, ça date de quand ça? Février 2021. Et une fois que les règles sont générées avec Cipina, voilà, on pouvait les importer. On pouvait faire un copier-coller pour les amener dans Excel. Et une fois qu'on est dans Excel, on peut les transformer en tableau. Et ensuite, on a toutes les manipulations qu'on peut faire, soit en termes de filtrage, soit en termes de tri, selon les critères d'évaluation des règles qui sont là, qui étaient à grande mode à un moment donné, hein. Voilà. Donc, le post-traitement des items set fréquents et des règles, c'est c'est une fonctionnalité qui est très importante. Parce que un des défauts de la règle d'association, c'est qu'il génère une quantité phénoménale de règles. Voilà. Et donc, du coup, c'est à nous, hein, de pouvoir discerner les règles intéressantes. Sachant qu'intéressante est une vue de l'esprit. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, voilà, je transforme un data frame avec la commande data frame là. Voilà. Et ici, on a de nouveau les règles, voilà. Et on a les colonnes ici. Donc, je peux faire un filtre sur les items, je peux faire un tri sur les supports ou même un filtre, hein, voilà, ou sur le support en termes absolus. Alors, regardons ces chiffres-là. Par exemple, là, c'est le support relatif de fumée égale régular. Est-ce que je peux le retrouver dans la base? Bah oui, il suffit de faire un table et de le passer en pourcentage, en proportion. Voilà, pour avoir une fréquence relative. Voilà. Et on a bien ce résultat-là, fumée régular, on le trouve bien là. Parce que souvent, c'est un élément, ça c'est un de mes exercices, là, un de mes premiers exercices que je fais d'ailleurs, c'est que
Je demande aux étudiants de générer les règles, voilà, de les importer dans Excel. Alors, ils voient bien les résultats, hein, ils voient les indicateurs numériques, ils savent ce que c'est parce que je viens d'expliquer dans mon cours. Mais après, quand je leur dis, mais est-ce qu'on peut retrouver ces valeurs-là dans la base initiale, la base de transaction? Ben là, il dit, ah bon, ça sort de la base de transaction? Ben oui, voilà. Donc, je leur demande de calculer à la main les différentes proportions et de voir si on retrouve bien les valeurs qui sont là. C'est très important, ça, hein. On a des critères numériques, il faut absolument qu'on comprenne qu'est-ce que c'est et comment c'est calculé, hein, et qu'est-ce que ça signifie, hein. Alors, par exemple, là, on a une conjonction de deux items, là, voilà. Un item 7 de cardinal égal à 2. D'où vient ce 0,40? De nouveau, je fais un croisement en type de lait et habitude de boisson, et je le mets en proportion. Et voilà, le 0,4027, là, il est là. Vous avez vu, hein, il est là. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, ces indicateurs numériques qui sont fournis avec les items 7 fréquents, et c'est la même chose pour la règle d'association, on peut les calculer nous-mêmes directement en réalité, hein. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'affaire. Ça, c'était la première étape. Alors, bien sûr également, hein, comme j'ai un data frame là, je peux faire des recherches, hein. Par exemple, je veux trouver les items 7 les items 7 fréquents où apparaît le terme bah, habitude boisson, la variable habitude boisson. Donc, on les voit ici, hein. Il y en a un, il est là, il y en a un là, habitude boisson régulière, et il est là également. Voilà. Bah, comme c'est un data frame qu'on a là, on peut également filtrer ici. Regardez, hein, je fais un grep d'habitude boisson sur les items, voilà, du data frame que j'ai construit, hein, que j'ai déduit des règles, que j'ai déduit des items 7 fréquents, voilà, et du coup, boum, on a bien ici les deux items 7 concernés. Ça, c'était la partie bah, item 7 fréquent. De la même manière, avec arrules, on peut générer les règles. Voilà. C'est la même commande, sauf que le target change. Au lieu des items 7 fréquents, on fait des rules. Alors là, j'ai mis les paramétrages, hein. Le support minimum 0,1, la confiance minimum 0,7. Je veux que les règles ont un nombre d'items au minimum égal à 2 et au maximum égal à 4. Voilà. Très bien, et je lance sur nos data frames, encore une fois, c'est nos données tabulaires, où les variables ont été transformées en factor. Très bien. Donc il m'a dit, j'ai sorti 11 règles. Voilà, 11 règles, très bien. Vous avez vu, hein, ça c'est un des rares algos où réellement j'ai trouvé vraiment très fortiche. Et du coup, j'ai récupéré la librairie de Borgelt, hein, elle est citée ici, hein. J'ai récupéré la librairie de Borgelt, là. Voilà, voilà, et je l'ai intégré tel quel dans Tanagra, hein. C'est vraiment un des rares où réellement, là, j'ai programmé, je sais programmer des règles d'association, j'en ai fait, je sais très bien, elles marchent très bien en fait, hein. Mais en termes de performance, celle de Borgel, ça arrache la tête. Ça arrache vraiment la tête. C'est pour ça que dans Tanagra, il y a plusieurs algorithmes, hein, qui font des règles d'association. Il y a les miennes que j'ai programmées directement et j'ai intégré également celle de Borgel parce que c'est absolument extraordinaire en termes de rapidité. Alors voilà, donc très bien ici, il m'a dit 11 règles, donc j'affiche les règles. Voilà. Donc LHS c'est left hand side et RHS c'est right hand side. Voilà, très bien. Donc côté l'antécédent de la règle, le conséquent de la règle et les indicateurs numériques. Bon, il y a le support et la confiance, mais de toute manière, c'est la conséquence du paramétrage, hein. Voilà. Et parmi les autres paramètres qui sont intéressants, c'est le lift, hein. Voilà. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur les règles, j'en ai fait moi-même, hein. La plupart sont d'une vacuité, on en rigole si vous voulez. Très bien. Mais bon, il faut également que la mesure soit, c'est très bien qu'elle soit performante ou intelligente, j'en sais rien, mais il faut qu'elle soit compréhensible, interprétable également. Et là, pour le coup, le lift a cet avantage-là. Voilà. Donc, mais, attends, il y avait n'importe quoi. Très bien. Donc, de nouveau, mes règles là, quand je les ai inspectées, ben, je peux les trier. Par exemple, selon un lift décroissant. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, là, par exemple, là, j'ai un lift de 1,39. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'antécédent apparaît, hein, quand l'activité sport égale daily et fumée égale formeur, voilà, alors la probabilité que l'habitude boisson soit régulière est multipliée par 1,39. C'est ça, hein. Donc là, c'est la probabilité initiale, et cette probabilité-là est multipliée par 1,39 quand on a cet antécédent-là. Voilà comment on lit le lift. Très bien, ben, nickel. Alors, de nouveau ici, hein, on peut transformer les règles en data frame. Voilà, vous avez bien vu, hein, donc c'est bien un data frame qu'on a cette fois-ci, hein. Voilà, data frame.
Voilà. Et de nouveau, donc, comme c'est un data frame, on peut appliquer toutes les fonctionnalités qui s'appliquent au data frame. Donc, par exemple, ici, je vais afficher les règles ou les habitudes boissons. On se demande pourquoi je me focalise sur les habitudes boissons, hein. Cette variable-là va apparaître dans le conséquent ici, dans le RHS. Voilà. Très bien, en utilisant un grep tout simplement, hein, et je filtre bien dans la partie conséquent de la règle, RHS, hein. Voilà, la partie conséquent de la règle. Et je lance. Et voilà. Voilà. Et on voit bien, hein, habitude boisson irrégulière. Là, on a vu quand même pas mal de choses là. Donc, parmi les algorithmes de système de recommandation, il y en a un qui me paraît intéressant, une famille d'algorithmes qui me paraît intéressant, c'est l'extraction des items set fréquents et des règles d'association. Alors, ces packages-là existent dans différents langages, hein. J'ai exploré pour Python, notamment avec deux packages ML Extend et PySpark, voilà, PySpark, voilà. Mais également, sous R également, ils existent. Et là, justement, on a exploré aujourd'hui la possibilité d'utiliser Arrules, qui est assez performant et qui marche vraiment très bien en réalité, qui a une certaine expérience également. Voilà. Donc ça également, c'est une alternative possible qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde longuement par la suite. Pour noter. Voilà. Excellent travail à tous.